je vais inviter à la tribune Martin Dumont pour l'animation des échanges de cette première séquence des grands débats avec ses intervenants. Vous l'aurez compris, on a déjà un peu pris de retard, donc quand vous me reverrez à la fin de la séquence en tribune, ça signera la fin. Oui, on garde 40 minutes. En tout cas, merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous présenter ce débat, cette discussion, de l'animer. Une des manières de retrouver les chemins de la liberté, c'est sans doute de reprendre la route du débat. Donc c'est ce que nous vous proposons dans ce premier temps, qui est consacré au thème repérage, diagnostic, intervention. Le plus tôt est-il toujours le mieux ? Et l'idée est de construire ça sous la forme d'un débat entre deux personnes qui ont bien voulu endosser ce rôle, non pas de manière rigide pour être les tenants absolus d'un camp contre l'autre qu'il s'agirait de faire gagner. Le débat ne doit pas, a priori, devenir un combat, mais il va s'agir néanmoins pour chacun d'essayer d'endosser une des deux positions possibles pour la pousser le plus loin possible par l'argumentation, nous donner le plus possible de clés de réflexion et peut-être esquisser des solutions qui dépasseraient ensuite la simple opposition entre oui, il faut agir le plus tôt possible ou non, au contraire. Et les deux personnes sont donc Perrine Malzac, qui est spécialiste de génétique médicale à la PHM et directrice adjointe de l'espace de réflexion éthique Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, et Vincent Israël Jost, postdoctorant en éthique et philosophie des sciences à l'espace de réflexion éthique Île-de-France. Peut-être qu'on peut commencer par vous demander de décrire de quel diagnostic on parle exactement, en fait, quand on parle d'un repérage le plus tôt possible. De quoi il est question précisément, avant peut-être de rentrer dans les différents thèmes du débat. En fait, il est question d'essayer de repérer avant même que les signes cliniques de la maladie apparaissent, et avec des moyens biologiques ou d'imagerie, une maladie, donc sans en avoir des symptômes. Et c'est vrai que ça m'interroge, et là je vais prendre mon côté un petit peu de la position le plus tôt n'est pas forcément le mieux. Ça interroge sur la validité de ces tests. On appelle ça des biomarqueurs. Ce sont des marqueurs biologiques d'une maladie qui permettent de la définir pour certains. La maladie, avant les symptômes, existe, se développe probablement de longues années avant. Et s'agit-il déjà de la maladie ou pas ? Comment on définit la maladie ? Et du coup, est-ce que ces marqueurs sont valides ? Et quand est-ce le meilleur moment de les utiliser ? Donc, est-ce qu'une définition purement biologique de la maladie, alors on prendra la maladie d'Alzheimer parce que c'est celle pour laquelle le travail sur ces biomarqueurs est le plus avancé, sans symptômes, est-ce que cette définition purement biologique est suffisamment consensuelle d'un point de vue des scientifiques déjà, du monde médical, et aussi suffisamment compréhensible finalement pour tout un chacun, pour la population générale, pour ceux à qui ces tests seront proposés ? Est-ce qu'il s'agit de dépister la maladie elle-même dans une période infraclinique, alors même que les symptômes ne sont pas là, et en sachant qu'ils vont inéluctablement se développer, ou est-ce qu'il s'agit d'identifier des sujets plus à risque que les autres, mais qui ont quand même des chances de ne pas la développer, cette maladie ? Ça, c'est assez différent aussi. Et en conséquence, est-ce qu'on ne risque pas, en essayant d'être le plus précocement possible dans le diagnostic sur la base de ces éléments biologiques purs, est-ce qu'on ne risque pas de poser à tort des diagnostics d'une maladie quand même grave, incurable, souvent, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait de ces résultats ? Voilà, ça vraiment, ça m'interroge très tôt de pouvoir annoncer une maladie alors même que la personne n'en ressent rien. Voilà.
Vincent. Oui. Il y a déjà beaucoup de choses dans cette question. Alors effectivement, en préparant ce débat, on a pensé qu'il était bien de restreindre autant que possible à la maladie d'Alzheimer, pour laquelle c'est vrai qu'on connaît assez bien le degré des avancées récentes en matière de biomarqueurs. Alors, première question, réduire la maladie à du biologique, je crois que c'est pas tellement le cas, c'est toujours un faisceau d'indices, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les biomarqueurs participent assez activement à pouvoir détecter cette maladie plus tôt. De quoi dispose-t-on aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé la donne? On est passé de l'examen post-mortem pour vraiment la visualisation des lésions caractéristiques de la maladie d'Alzheimer à un certain nombre de techniques qui sont apparues, qui se sont développées et qui se sont ajoutées les unes aux autres. Enfin, c'est des techniques aussi de nature tout à fait différente. Selon qu'on parle de ponction lombaire, selon qu'on parle d'imagerie par examen TEP, avec des traceurs caractéristiques, soit des lésions amyloïdes, soit tau, selon qu'on parle encore d'examens sanguins, tout récent, hein, qui est peut-être encore pas tout à fait au point. Donc évidemment, je vous rejoins tout à fait sur la question de la validation graduelle de ces nouvelles techniques, dont on peut penser qu'elle se fait bien naturellement, qu'elle se met en place graduellement, que tout n'est pas parfait, mais elles apportent quand même des éléments tout à fait remarquables, hein, à ce faisceau d'indices diagnostiques. Une question qui me vient du coup de ce point de vue-là, c'est pour reprendre un peu la question de la définition de la maladie, c'est est-ce qu'on peut avoir le sentiment que le diagnostic à un stade très précoce court le risque de presque faire plonger la personne dans la maladie, presque débuter la maladie par cette annonce, là où la personne aurait pu du coup un peu plus tard entrer dans cette phase, disons. Effectivement, moi, je pense qu'un diagnostic qui se baserait uniquement ou en grande partie sur des données biologiques, hein, au tout début, alors que les signes ne sont pas forcément très spécifiques, interroge cette notion même de maladie, mais au-delà de la maladie d'Alzheimer, je crois que c'est quelque chose qui nous interroge sur tous les dépistages qui sont faits. De quoi souffre-t-on réellement, en fait? Des troubles, en l'occurrence pour la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'on souffre de troubles cognitifs, d'une mémoire défaillante, de troubles moteurs objectivables? Est-ce qu'on a une plainte? Ou est-ce qu'on souffre de mesures biologiques et d'images hors normes? Est-ce que voilà, les seules données de santé suffisent à nous transformer en malades? Et du coup, quelle est la place pour la plainte du malade qui rapporte ses symptômes et le vécu de sa maladie au regard des données mesurables voilà, dans cette approche? Et du coup, c'est vrai que ce concept de diagnostic toujours plus précoce pourrait, hein, en tout cas je m'interroge sur ce point, ne pourrait-il pas transformer chacun de nous à un moment donné, hein, si on multiplie ces dosages, ces mesures, etc., en un malade qui s'ignore, comme disait le docteur Knock. Surtout dans cette société, en fait, qui est traversée quand même par l'idée d'une médecine de demain, une médecine appelée 4P, hein, celle qui est basée à la fois sur prédiction, prévention, personnalisée, participative. C'est vrai que c'est des mots presque voilà, qu'on aura envie de suivre, mais en fait, quand on rajoute tout ça, moi je me demande, est-ce que c'est pas aussi une médecine qui, au prétexte d'anticiper tous nos risques, n'aboutirait pas à une surmédicalisation de nos existences, en nous projetant effectivement dans l'idée qu'on est malade avant même d'avoir les symptômes? Après, le deuxième aspect que vous posez, c'est est-ce que, étant affublé de ce diagnostic, on ne va pas finalement développer plus vite les symptômes parce qu'on y est plus attentif, parce qu'on nous considère en tant que tel déjà. Voilà, il y a aussi cette question-là, effectivement, de l'apparition prématurée, finalement, ou de l'attention prématurée qu'on va
porter à ses propres, à des symptômes mineurs qui, voilà, qui seraient passés finalement pour un vieillissement. Voilà, bon, ben, tu as un oubli, d'accord, ben, tu vieillis, et puis ça rentre dans l'ordre. Là, finalement, il y a peut-être aussi le risque d'être délégitimé d'emblée sur la base non pas de ce qu'on est susceptible de savoir faire ou pas, ou des difficultés qu'on rencontre, mais seulement parce qu'on nous dit qu'on a des marqueurs qui indiquent qu'on va développer cette maladie. Il y a peut-être aussi deux choses différentes là-dedans. Il y a la question de délégitimer, c'est-à-dire d'un point de vue, disons, psychosocial, qu'est-ce que l'effet de l'annonce de la maladie peut avoir sur moi. Et il me semble que vous suggérez aussi que même ça pourrait aller jusqu'à biologiquement accélérer le cours de la maladie. Non. Plus d'un point de vue, voilà, plus de l'attention que soi-même on y porte ou que les autres vont porter sur des événements qui pourraient être considérés comme la perception des signes. Enfin, c'est une hypothèse. Vincent, si vous voulez répondre peut-être sur ces deux questions, sur la question est-ce que du coup il s'agit de rendre tout le monde potentiellement malade et deuxièmement quel effet ça peut produire sur les patients. C'est sûr que formulé comme ça fait pas très envie. Non, j'aimerais revenir sur le terme de plonger. Est-ce que ça va pas nous plonger dans la maladie, ce qui renvoie vraiment à cette notion de destin funeste. Parce que je crois que ça, c'est l'un des enjeux principaux autour de cette problématique du diagnostic précoce. C'est qu'évidemment, on est sur un sujet, quoi qu'il en soit, qui est très douloureux, très difficile. Donc, bien entendu, le diagnostic précoce va avoir des effets. Et c'est une annonce difficile. Je ne vais certainement pas défendre le contraire. Cela étant dit, je pense que une manière de s'en saisir, c'est justement de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'échapper à ce destin, à ce qui est subi, en fait. Je parle vraiment dans ce registre du subi versus reprendre la main au moins sur quelque chose, quoi que ce soit. Sortir de cette espèce de route qui nous emmène vers quelque chose d'inéluctable. Et voilà, je crois que autour de cette problématique du diagnostic précoce, une des questions fondamentales qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Est-ce que, en dépit du manque d'options thérapeutiques, qu'on connaît tous, on n'a pas moyen de se saisir de certains éléments, de se raccrocher à ceci ou à ça, d'anticiper des choses, de préparer sa vie, de déménager. On parle évidemment ici aussi de la manière dont un territoire va pouvoir s'adapter à des malades, ou des malades même en début de maladie, ou des malades en devenir. Donc c'est toute la question à la fois de l'accompagnement, de l'anticipation pour soi, de la préparation en fait à cette épreuve, et la manière dont on passe du registre du purement subi à de quoi je peux me saisir malgré tout. Voilà. Oui, mais du coup, peut-être un des problèmes dans ce diagnostic en particulier, c'est justement le sentiment d'impuissance thérapeutique qui est un peu premier. Enfin, en tout cas, qui est ce qui surgit en premier, et peut-être qu'il faut ensuite justement en discuter. Et puis peut-être qu'il y a aussi la question du type de maladie qu'il s'agit d'annoncer aussi, qui est quand même extrêmement particulier. Il ne s'agit pas de n'importe quel diagnostic, de n'importe quelle maladie ici. Il y a aussi cette question de que devient un sujet dans la maladie neurodégénérative. Du coup, voilà, quand on parle de faculté de s'adapter, la question me semble redoubler quand il s'agit de s'adapter à une maladie dont, a priori, je peux anticiper qu'elle va amoindrir mes facultés d'adaptation, au contraire. Voilà. Alors, c'est peut-être l'occasion de revenir sur le titre. Le plus tôt est-il toujours le mieux ? Malgré le rôle que j'ai accepté de prendre, il faut évidemment que je me décale par rapport à ce titre. Le plus tôt n'est certainement pas toujours
le mieux pour n'importe qui, en toutes circonstances, pour toutes les maladies. Donc c'est pas ça qu'il s'agit de défendre, en tout cas, moi j'en serais bien incapable. Et je crois que c'est aussi le moment de commencer à parler des différentes personnes, en fait. On sait qu'il y a des inégalités sociales en matière de santé, qu'on n'est pas tous égaux devant les maladies neuroévolutives. Alors ça, c'est une première chose, une première différenciation. Et puis, on n'est pas non plus tous égaux face à l'annonce, face à un diagnostic. Certains vont en effet pouvoir se saisir de ça plus facilement que d'autres. Certains vont pouvoir être accompagnés mieux que d'autres, qui sont isolés ou qui sont simplement dans un environnement social moins favorable à tout ce qu'on peut évoquer en matière de stimulation intellectuelle, de stimulation physique, sociale, etc. Je crois que le but dans tout ça, c'est finalement de recréer de l'égalité, c'est-à-dire que ce que peuvent déjà les uns deviennent accessibles aux autres, deviennent accessibles à tous, en fait. C'est-à-dire que la société soit capable d'évoluer de sorte à ce que tout le monde puisse bénéficier d'un accompagnement digne dès l'annonce d'un diagnostic qui pourrait être précoce. En tout cas, on va manifestement vers ça. Alors pour poursuivre sur cette question-là, face à finalement une maladie évolutive, sans possibilité de traitement curatif, pas beaucoup de moyens de prévention, effectivement, la question se pose de déjà faire le diagnostic. Y a un modèle qui existe, là je prends aussi ma casquette de généticienne, qui est les formes génétiques de ces maladies-là. Certaines formes de maladies d'Alzheimer sont d'origine génétique avec des transmissions qui se font de génération en génération. Et puis on a aussi le modèle très ancien où les tests génétiques pré-symptomatiques sont faits, de la Corée de Huntington. Et il faut savoir que les généticiens, parce que aussi leurs pratiques sont extrêmement encadrées, du coup pourraient servir de modèle pour l'utilisation d'autres tests prédictifs en amont comme les biomarqueurs. Tous ces tests ne sont pas réalisés sans beaucoup de précautions, c'est-à-dire que les personnes sont vues, on leur donne et même on leur oblige à prendre un temps de réflexion de plusieurs mois qui va être accompagné avec l'aide d'un psychologue pour vraiment réfléchir justement à cette anticipation. Comment ils peuvent voir les choses. Est-ce que vraiment ils veulent faire le test? Il est toujours temps d'y renoncer. Et du coup, dans l'usage de ces biomarqueurs, ce qui me semble important, c'est que s'ils sont mis en place, si à un moment donné, effectivement, on démontre qu'ils ont une bonne fiabilité pour un diagnostic précoce, il est vraiment important qu'ils puissent être utilisés dans des conditions qui laissent un temps suffisant de réflexion aux personnes et qu'elles puissent anticiper toutes les conséquences du résultat, justement, en termes négatifs comme en termes positifs, avant de réaliser ces tests. Donc il y a vraiment ce point-là, il y a un modèle qui existe. Ce temps de réflexion, il est important et il soutient un concept qui est un peu flou, mais qui est quand même répété régulièrement dans le monde de la génétique et qui est ce droit de ne pas savoir, le droit de rester dans l'ignorance. Voilà, il ne faudrait pas que parce que des outils nouveaux existent, ils s'imposent à tous de façon obligatoire. Et ça pose vraiment la question de qui va décider de réaliser ces tests, qui va décider du meilleur moment de le faire en réalité, puisqu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout dans la vie, et pour les uns, ce n'est pas le même que pour les autres. Qui va décider? Est-ce que c'est la personne elle-même et seule, elle, qui va décider et doit pouvoir décider? Ou est-ce que, par exemple, des proches qui verraient des tout petits signes, qui commencent à s'inquiéter, qui pourraient dire, après tout, moi, je risque d'être l'aidant principal, je suis l'épouse ou l'époux, le fils ou la fille. Est-ce que je ne peux pas pousser un petit peu pour qu'on le sache plus tôt, pour que je m'organise, moi? Parce qu'effectivement, il y a ça. Ou est-ce que ça va être les professionnels de santé voyant arriver un nouveau traitement ou voyant arriver un nouvel essai thérapeutique qui pourraient dire, mais vraiment, il faudrait le savoir suffisamment tôt,
Comme ça, on pourrait aussi permettre à cette personne, entre guillemets, de bénéficier de cet essai thérapeutique ou de bénéficier de ce nouveau traitement. Donc il y a vraiment la question aussi de qui décide de la réalisation de ces tests, parce qu'ensuite, une fois que le test est fait, que le résultat est là, l'annonce va effectivement avoir ses effets et donc cette possibilité d'anticiper me semble importante par rapport à ce que vous disiez, si tant est qu'à un moment donné, on puisse se dire qu'il va y avoir des éléments de prise en charge, d'accompagnement ou de décision elle-même. Hein. C'est les chemins de la liberté de savoir. Pour la chorée de Huntington, il apparaît quand même que parmi les sujets à risque, on peut les identifier sur un arbre généalogique, la majorité d'entre eux ne souhaitent pas faire ces tests qui existent et qui sont disponibles. Donc tout le monde ne souhaite pas connaître à l'avance. C'est une minorité de personnes qui veulent anticiper et pour qui cette anticipation est vue comme positive. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le respecter, de ne pas se laisser entraîner parce qu'on a les moyens à réaliser des analyses toujours plus avant, les multipliant, et même si leur fiabilité devient de mieux en mieux. Le problème d'un droit de ne pas savoir étant aussi que pour réclamer de ne pas savoir, il faut déjà savoir que je pourrais savoir. Donc il y a quand même forcément un moment où on sort la personne de son ignorance en disant... Et du coup, je pense que c'est quelque chose de très délicat à penser. Parce que ça recule d'un cran en se disant comment est-ce que je dis à quelqu'un qu'il y aurait peut-être quelque chose à rechercher. Oui, effectivement, vous soulevez cette question, et c'est pour ça que je disais ce concept est un peu compliqué, c'est qu'effectivement, c'est le droit de ne pas savoir quel est son statut génétique ou quel est son statut biologique, de rester dans l'ignorance des résultats de ces tests ou de l'obligation de les réaliser, tout en sachant que ces textes existent et que à un moment donné, je pourrais en bénéficier éventuellement c'est être informé de ce qui existe et pouvoir en disposer ou pas. Et ça, c'est assez compliqué effectivement d'avoir cette double entrée, le droit à l'information et le droit de ne pas savoir. Et d'autant plus pour les patients qui eux-mêmes peuvent être dans l'hésitation, être dans une inquiétude dont ils voudraient pouvoir la lever, parce qu'en réalité, réaliser ces tests, et pour ce qu'on en attend, c'est d'être rassuré, pas de plonger dans la maladie. C'est l'aspect rassurant, on va les faire pour s'assurer que ce n'est pas ça. Donc, voilà. Donc effectivement, droit à l'information, droit à être très loyalement éclairé, et ensuite de pouvoir être accompagné dans ce choix qui puisse être celui de la personne elle-même et pas que celui de ses proches ou que celui des professionnels de santé. Très, très rapidement sur cette question qui touche autant au diagnostic tout court qu'au diagnostic précoce, et pour relater simplement quelques éléments qu'on a pu recueillir hier au cours d'une journée scientifique. Ce que les praticiens relatent, c'est que la demande de diagnostic, donc encore une fois pas spécialement précoce, la demande de diagnostic en général, elle émane quand même assez souvent des proches, des familles, plus que de la personne concernée. Et ça... je ne sais pas trop comment changer ça. Et même, je me demandais aussi, d'un point de vue clinique, la question, c'est quand même aussi, pour être précis, c'est quand même la question à qui est-ce qu'on va proposer d'aller vers un diagnostic, un repérage. Et alors, moi, je suis malheureusement d'une très grande ignorance sur ces questions-là, mais j'imagine que c'est des personnes dont, familialement, il y a des prédispositions ou quelque chose comme ça. Donc, j'imagine que c'est des personnes pour lesquelles... dans l'environnement mental, il y a déjà cette possibilité peut-être qui existe. Il y a les deux possibilités. Soit effectivement on est dans une forme familiale. Ou des signes très très légers voilà. que vous évoquiez, qui du coup reviennent un peu aussi à la question de la définition de la maladie, puisque là il y a quand même quelque chose comme des symptômes. Alors, il y a effectivement au jour d'aujourd'hui la situation des formes familiales, des formes repérées comme d'origine génétique, parce qu'il y a plusieurs cas dans la famille et qu'on voit un mode de transmission, et que le premier sujet de la famille touchée par la maladie a pu
avoir un diagnostic génétique. Et effectivement, ces descendants vont savoir qu'ils sont à risque et peuvent demander à connaître leur risque, sachant que là, on est dans une situation 50-50, un risque très élevé. Et puis, il y a les situations où une personne va développer des premiers signes, des premiers symptômes, des troubles de mémoire, des signes évocateurs potentiellement de maladie d'Alzheimer et pourrait vouloir en savoir plus. Ou ses proches voudraient pouvoir en savoir plus. Mais à terme, on peut imaginer aussi que ça puisse être fait en population générale, c'est-à-dire sans symptômes, quelqu'un qui juste se dit « moi j'ai très peur de cette maladie, on m'a dit que des signes biologiques pouvaient apparaître 20 ans avant, voilà, je veux savoir, j'ai aucun symptôme, mais j'ai trop peur. Voilà, et donc, on peut tout imaginer. Effectivement, le moment où on va le faire et le type de test qu'on a, et leur capacité à prédire la maladie, c'est important de l'utiliser à bon escient. Au début des symptômes de la maladie, il peut y avoir, et aujourd'hui il y a des avis pour dire on peut commencer, voilà, quand il y a des signes qui sont évocateurs pour faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre, alors que ces signes ne sont pas complètement spécifiques, ces marqueurs peuvent aider, surtout si on les multiplie, les rajoute les uns aux autres, à poser un diagnostic, si la personne le souhaite ou si ses proches éventuellement le souhaitent. S'il n'y a aucun symptôme, ça me paraît encore très délicat aujourd'hui, et d'un point de vue de la faisabilité, mais aussi éthiquement parlant, quand on n'a pas de traitement efficace. Et même, et du coup, même dans l'hypothèse qu'on pourrait avoir des traitements et que le savoir tôt permettrait de rentrer dans des thérapeutiques, enfin, c'est aussi des promesses, on voit qui n'ont pas toujours été tenues, ces promesses de traitement. Moi, je viens du côté des maladies génétiques, il y a eu tellement de promesses de traitement et si peu qu'à un moment donné, voilà, je crois qu'il faut que si on promet des traitements, si on promet une meilleure prise en charge, il faut qu'elle puisse être tenue. Il faut qu'on ait vraiment des preuves importantes, qu'on va pouvoir améliorer le pronostic, on va pouvoir améliorer la qualité, la durée de vie des personnes. Et aussi, il faut que ces moyens de prévention, ces moyens de traitement, ils soient objectivement faisables, c'est-à-dire pas trop contraignants pour le patient, accessibles en termes de faisabilité sur son territoire. Il faut aussi que ça ne représente pas un coût trop énorme pour la société, que la société refuserait à un moment donné. Enfin, il y a tous ces éléments-là. Et puis, acceptable aussi par les personnes elles-mêmes. Puisqu'elles sont asymptomatiques et s'il faut recourir à des nouvelles thérapies qui sont à peine... Enfin, voilà, dont on n'a pas des preuves d'efficacité voilà. C'est important aussi parce que, enfin, moi, il me semble que l'exemple de la contestation qu'il y a pu avoir, qui a traversé notre société à propos du recours à la vaccination pendant la crise Covid, nous oblige à nous intéresser sur le risque de discrédit auquel s'expose le monde médical, qui peut être suspect de s'allier à l'industrie pharmaceutique, qui peut être suspect de porter d'autres intérêts que ceux de la personne elle-même, que le monde, enfin certains, puissent être portés plus par la curiosité scientifique, pourquoi pas, hein, mais que par ça, la recherche de notoriété, des intérêts financiers, il y a cette suspicion et voilà, il faut que les promesses soient tenues en termes de traitement avant que de proposer, je pense, de tels diagnostics. Sur la pertinence d'un diagnostic précoce en dehors de tout signe clinique, c'est vrai que c'est difficile à défendre. Qu'il n'y ait pas le moindre indice qui signalerait qu'il pourrait y avoir quelque chose. Bon, moi, ça me paraît complètement prématuré aujourd'hui de penser les choses comme ça, ou en population générale. Voilà. Après, alors pour parler quand même d'une des grandes problématiques autour de cette thématique du diagnostic précoce, qui est celle de la recherche, de l'avancée de la recherche, il faut dire évidemment que la manière dont on a évolué sur ces thématiques de recherche, hein, allant vers des thérapeutiques, maladies d'Alzheimer ou autres,
la manière dont on a évolué, c'est de se dire plus on attend, plus la maladie sera avancée, et moins on aura de chance de pouvoir faire quoi que ce soit. En quelque sorte, plus on attend et plus on est dans quelque chose d'inéluctable. À l'inverse, plus on va vers le diagnostic précoce et plus on peut modifier le cours des choses, alors que ce soit en regagnant quelque chose, en ralentissant la progression de la maladie, quoi que ce soit qu'on puisse gagner, il va falloir qu'on regarde plutôt vers le début de la maladie. Ça, on l'a compris, ça me semble unanimement acquis dans le monde de la recherche, si bien qu'on a un peu affaire à un cercle vicieux. Si on ne va pas vers ça, on va continuer à probablement ne pas pouvoir développer de thérapeutiques qui permettent effectivement de gagner quelque chose. Par conséquent, on va continuer à dire c'est pas la peine de faire du diagnostic précoce si on n'a pas de thérapeutique derrière, si on n'a rien à proposer. Donc à un moment, il va bien falloir qu'on débloque quelque chose, vous voyez. Alors encore une fois, de là à passer à des tests en population générale, inclure le monde entier dans des études thérapeutiques, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Aller en revanche vers proposer autant que possible à des gens qui, pour des raisons familiales ou parce qu'ils présentent des signes avant-coureurs de la maladie, pourraient éventuellement rentrer dans des études thérapeutiques, ça me semble assez souhaitable. Par ailleurs, il faut dire aussi, alors parce que c'est une accusation qui pèse assez souvent, cette espèce d'opposition entre recherche et soins. On va dire, oui, les chercheurs ont besoin de cobayes, de gens à faire rentrer dans des essais cliniques, mais c'est pas bien pour ces personnes. Il n'y a pas de raison qu'elles se sacrifient au bénéfice d'un éventuel bien commun qui, en fait, pour le moment, n'arrive pas. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'en fait, participer à des études cliniques, quand on interroge les patients qui y participent, en fait, ça fait partie de la prise en charge. Ça fait partie de l'impression de ne pas être laissé pour compte, que certes, il n'y a pas grand-chose à proposer pour le moment, mais voilà, on a au moins ça, et puis ça va venir rythmer aussi l'entrée, ces premiers mois, ces premières années dans la maladie. Il se passe quelque chose. En tout cas, quand on leur parle, moi ça m'est arrivé de parler à un certain nombre de personnes ou les familles, les accompagnants de personnes qui étaient dans des essais thérapeutiques et qui disaient heureusement qu'il y a ça, parce que en attendant mieux, en attendant qu'il y ait d'autres choses, d'autres dispositifs d'accompagnement, d'aide, etc., ça en fait partie. Ça fait partie de se sentir pris en charge, ça fait partie de sentir qu'il y a un soin et qu'il y a une attention. Alors notre chef du timing nous signale qu'il nous reste 2 minutes. Peut-être que ça nous permet de prendre quand même une ou deux remarques de l'assistance. Pardon, du coup, du temps un peu restreint. Tout ça, c'est bien joli. La liberté, c'est la liberté aussi de vivre sa vie quotidienne. Donc de savoir à l'avance qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ça a des implications financières en termes de travail, en termes de stratégie de vie. Peut-être qu'il faudrait rester à un niveau peut-être moins hors sol et aborder les choses de manière un peu concrète. L'éthique, c'est, comme a dit Fabrice, du plus haut au plus bas. Donc on pourrait modérer les temps consacrés à la théorie, puis aussi au concret de ce que les gens peuvent vivre. Je trouve qu'il y a plein d'implications tout à fait concrètes à cette question de, effectivement, savoir 10 ans à l'avance, comme pour reprendre vos mots, qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Pourquoi on mettrait pas ce sujet sur la table? Pourquoi on ne se demanderait pas ce que les banques ont à faire avec ça? Pourquoi les banques devraient refuser un prêt à des malades jeunes d'Alzheimer? Je pense que c'est justement en n'abordant pas ces sujets qu'on va garder le statu quo et que ces questions en fait vont rester sans réponse. Merci. Est-ce qu'on a le temps de prendre une deuxième Malheureusement, question? non, je suis obligé d'essayer
Alors, vous aurez le temps durant la pause d'échanger, madame. Pardonnez-nous, on est déjà en retard sur le programme. Je vous invite à applaudir les différents intervenants de cette première séquence sur les grands débats. On prend aussi lors de ces universités d'été le temps d'aller au fond des questions, des positions et surtout des arguments comme vous venez de le voir. Et dans le hall, vous verrez une série de documents qui abordent ces questions-là et qui peuvent aussi vous être utiles. N'oubliez pas aussi le hashtag Univétique pour les réseaux sociaux.